Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire en série où on va repartir pour les États-Unis avec une spécialiste, c'est Julie Assouli. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, j'ai la chance de vous recevoir à nouveau dans le podcast et je vous en remercie. Alors, je vais vous représenter. Vous étiez venu en août 2021 présenter la série The Good Lord Bird. Donc, vous êtes maître de conférence en cinéma et civilisation des États-Unis au département d'anglais de l'Université d'Artois à Arras. Vous enseignez l'histoire des États-Unis en anglais à des étudiants de licence, master, CAPES et agrég, ainsi que l'histoire du cinéma et de l'adaptation filmique. Vous avez publié votre thèse d'ailleurs, qui avait pour titre L'Amérique des frères Cohen aux éditions du CNRS en 2012 et c'était reparu en 2015. Et cette thèse portait sur la représentation et la déconstruction des mythes américains dans les films des frères Cohen, sur l'intertextualité et l'hybridité générique. Vos nombreux travaux sont disponibles pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur le site internet d'Histoire en série, histoireensérie.com, à la page de l'émission. Et puis, bon, pour terminer, c'est vrai que vous vous intéressez aussi, je lis particulièrement aux représentations de l'histoire et de la société américaine au cinéma et dans les séries, avec une attention particulière au contexte de sortie. On va en reparler d'ailleurs pour cette série, des œuvres en suivant la méthodologie de Richard Slotkin, voilà, entre autres. Et votre approche est donc interdisciplinaire, ce qui est très intéressant parce qu'elle permet aussi d'être comparatiste et intertextuelle. Donc, on va brasser un peu tout cela aujourd'hui pour une série qui s'appelle Gaslit. Alors, est-ce que peut-être pour commencer, vous pourriez nous présenter la série, Julie ? Oui, bien sûr. Merci pour cette présentation, Nicolas. Donc, Gaslit, c'est une série, une mini-série de 8 épisodes qui a été diffusée sur la plateforme Stars Play et qui est une série très récente, donc de 2022, créée par une femme, Robbie Pickering, et ça a son importance que ce soit une femme qui ait créé la série, puisque la série offre une vision du Watergate, du scandale du Watergate, à travers notamment les yeux d'un personnage féminin emblématique de l'époque, qui est Martha Mitchell. Donc Martha Mitchell, c'est la femme de John Mitchell, qui était l'Attorney General de Richard Nixon. Donc Attorney General, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le ministre de la Justice. Donc ce ministre de la Justice a une femme très encombrante pour Nixon, puisque c'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon une Southern Belle, donc une beauté du Sud, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui connaît beaucoup de choses sur la présidence Nixon parce qu'elle écoute son mari en cachette. Et donc, comme elle surprend des conversations secrètes et qu'elle est très bavarde, elle va décider de faire part de tous ces petits potins et de ses connaissances de la présidence Nixon à des journalistes qu'elle appelle jour et nuit et sur des plateaux télé où elle prend part à des débats politiques. Donc, au début, Nixon est amusé par cette dame qui prend beaucoup de place et très rapidement, il va la voir comme une menace. Donc, ce qui est intéressant dans la série, c'est cette volonté de replacer le personnage de Martha Mitchell dans cet épisode de l'histoire américaine, parce que finalement, à l'époque, cette personne était très médiatisée, mais elle n'apparaît plus dans aucun livre d'histoire. Donc, cette série est réalisée par Matt Ross. Donc, Matt Ross est un acteur, réalisateur et scénariste qui est notamment connu pour avoir participé à la série Silicon Valley, mais qui a également réalisé et scénarisé un film de 2016 qui s'appelle Captain Fantastic, qui avait eu un grand succès. Donc, pour situer un petit peu la série, pour moi, cette série appartient à deux tendances qui se développent dans les années 2020, donc très récemment. La première tendance, c'est que c'est une série politique, donc comme je le disais, qui se recentre sur le rôle des femmes. Donc, on a vu, par exemple, Mrs. America en 2020,
qui se centrait sur le personnage de la militante conservatrice Phyllis Schlafly, interprétée par Cate Blanchett, qui partait en campagne contre l'Equal Rights Amendment, donc cet amendement porté par les féministes dans les années 70-80 pour essayer de donner l'égalité aux femmes d'un point de vue constitutionnel. Donc, cette série-là, Mrs. America, déjà recentrait ces problématiques politiques sur des personnages féminins. Récemment, là, fin 2022, The First Lady est sortie et recentre les présidences Roosevelt, Ford et Obama sur le rôle joué par leurs femmes. Donc, première tendance marquée, cette tendance à réintégrer les femmes dans les questions politiques américaines au sein des séries. Une deuxième tendance, c'est l'adaptation d'un podcast. Donc, Gaslit est adapté d'un podcast qui s'intitule Slow Burn et qui, aujourd'hui, je crois, a 6 ou 7 saisons, donc ça marche bien. Et la première saison était dédiée au scandale du Watergate. Donc, cette saison, portant sur le scandale du Watergate, est composée de 6 épisodes. Et finalement, le personnage de Martha Mitchell apparaît uniquement dans le premier épisode. Donc la série s'intéresse à ce podcast, mais va décider d'en extraire uniquement ce personnage de Martha Mitchell qui est remis en vedette au centre des débats du Watergate par le podcast. Donc, l'adaptation de podcast est aussi une tendance assez marquée, assez récente. On l'a vu avec Mr. Death, ou Dr. Death, pardon, qui est un podcast true crime, Dope Stick également, qui traite du scandale des opiacés, et qui était également, donc, qui est un podcast adapté en série. Donc, quel est l'avantage de se servir d'un podcast pour faire une série ? Tout d'abord, le podcast prend le temps de développer des détails que, par exemple, un documentaire en une seule partie n'aura pas le loisir de faire. Donc, on va avoir tout un tas de détails politiques. Donc, sur le podcast Slow Burn, on apprend énormément de détails, énormément de choses sur toutes les ramifications du scandale du Watergate. En revanche, l'adaptation en série, elle, va se centrer sur le personnage de Martha et va se centrer également sur les personnages secondaires, mais à travers leur vie personnelle. Donc, contrairement au podcast où on va plutôt se concentrer sur l'aspect politique du Watergate, la série, son originalité est de présenter ces personnages acteurs du Watergate à travers des problématiques personnelles de leur vie privée. Voilà. Alors, autre chose que j'aimerais spécifier sur la série, c'est l'importance de Martha Mitchell à l'époque, qui a donné lieu à une expression, le Martha Mitchell Effect, donc l'effet Martha Mitchell, qui se dit aujourd'hui d'une personne qui avait tout compris avant tout le monde, mais que personne n'a voulu croire. Et que rétrospectivement, dont rétrospectivement, on se rend compte qu'elle avait raison. Donc Martha Mitchell avait raison sur la présidence Nixon, sur la corruption des républicains suivant Nixon. Elle a essayé d'en faire part aux médias, mais personne ne la croyait, tout le monde la prenait pour une folle. Donc ce Martha Mitchell Effect est ce qui transparaît donc du rôle de cette femme dans le scandale du Watergate. Pour finir donc sur cette présentation, peut-être un mot sur les acteurs. Donc, le casting est un casting 4 étoiles, puisqu'on retrouve Sean Penn dans le rôle de John Mitchell et Julia Roberts dans le rôle de Martha Mitchell, entre autres. On retrouve aussi Shea Whigham, qui jouait dans Boardwalk Empire, qui est un acteur très en vogue dans les séries américaines, et qui, lui, interprète Gordon Liddy, qui est l'un des principaux acteurs du cambriolage du Watergate. Donc, je vais revenir dans une première partie sur tout le cadre historique, et je vous redonne la main, Nicolas. Oui, merci Julie. Effectivement, ça serait intéressant peut-être avant d'aller dessus, de présenter peut-être plus en détail, véritablement, pour remettre pour les auditeurs et auditrices le contexte du Watergate.
Alors, le scandale du Watergate, alors en tout cas, la série va s'étendre de 1972 à 1974. Donc, le contexte est celui de la réélection de Richard Nixon. Donc, Richard Nixon a déjà fait un premier mandat de 4 ans, donc il est élu pour la première fois en 68 et va rester au pouvoir pendant 4 ans. Et au printemps 1972, il a peur, Dieu sait pourquoi, il a peur de ne pas être réélu. Alors, Dieu sait pourquoi, car il est largement en tête dans les sondages. Les républicains sont donnés gagnants par tous les médias, mais Richard Nixon avait développé un syndrome de paranoïa bien connu, qui datait de sa défaite contre Kennedy en 1960. Donc, lorsqu'il a été battu par Kennedy, il est devenu complètement paranoïaque et il a été à nouveau battu à l'élection gouvernementale, a fini par se retirer de la vie politique pendant 8 ans. Il est devenu avocat et c'est à ce moment-là, quand il devient avocat, donc il reprend son ancien métier d'avocat, qu'il rencontre John Mitchell. Donc John Mitchell va devenir son collaborateur dans un cabinet d'avocats new-yorkais. Ils vont lier une amitié et suite à cette amitié, lorsqu'il sera élu en 1968, il décidera de choisir Mitchell comme son Attorney General. Donc la série commence au moment où un comité de réélection, donc pour la réélection du président Nixon, se forme. Et Mitchell donc, est obligé de laisser sa place d'Attorney General, donc de ministre de la Justice, pour participer à ce comité de réélection. Et Martha Mitchell va elle-même prendre part à ce comité de réélection. Donc c'est une pro-Nixon convaincue, en tout cas au début. Et dans la série, donc, on voit qu'elle s'est investie pour la réélection du président. Mais le président, lui, pense qu'il ne peut pas gagner cette élection et donc il demande à ses collaborateurs les plus proches, donc John Mitchell, Alderman aussi, Ehrlichman, hein, qui sont des personnages en vue de son administration, de trouver une solution pour qu'il soit sûr d'être réélu. Et c'est à ce moment-là que ces individus ont l'idée de faire appel à un ancien agent du FBI, qui est Gordon Liddy, et qui a l'idée d'organiser un cambriolage donc du quartier général des démocrates dans un immeuble hein, qui s'appelle l'immeuble du Watergate, d'où le nom donc, du scandale du Watergate. On a déjà eu, ce sujet a déjà été traité, hein, notamment par Les Hommes du Président en 1976, hein, c'est un film de Alan Pakula, mais le sujet a été traité vraiment sous l'angle de l'enquête des deux journalistes stars, Woodward et Bernstein, qui ont révélé pour le Washington Post ce scandale. Donc, à la différence du film de Pakula, la série, elle, ne va pas se centrer sur la révélation du scandale, mais va se centrer sur l'absurdité du cambriolage, sur également tous les personnages secondaires qui ont fait des erreurs et qui ont rendu ce scandale possible. Donc, l'originalité de la série est qu'elle ne va pas se centrer uniquement sur la question politique, mais va mettre en parallèle l'implosion de la famille Mitchell, donc, qui apparaît au début de la série comme un couple soudé, avec une petite fille de 12 ans, Marty. Donc, la série met en parallèle cette famille, Mitchell, la construction d'un nouveau couple, le couple de John Dean, qui est l'un des avocats de Nixon et qui va être au centre, au cœur du scandale du Watergate, et qui, dans la série, vient de rencontrer l'amour de sa vie, et la chute de l'administration Nixon. Donc, au final, on se rend compte dans la série que la chute de l'administration Nixon va provoquer la déliquescence du couple Mitchell et va permettre de souder le couple Dean. Comme je le disais, hein, Mitchell et Nixon se connaissent depuis 1963 et à l'époque où ils étaient à New York, Martha appréciait le couple Nixon, ils étaient amis, ils se fréquentaient en dehors du travail. Et dans la série, on voit que Martha est très nostalgique de sa période new-yorkaise. Au final, le fait d'être allée à Washington avec les Nixon
l'a précipitée dans une grande mélancolie. Et on la voit abuser notamment des cocktails alcoolisés, donc elle boit beaucoup et elle est assez déprimée en règle générale. Donc cette déprime se traduit par des appels intempestifs à des journalistes, une grande exubérance, une tendance à se mêler un peu des affaires qui la regardent pas. Pour continuer sur le contexte, la série est censée donc se déroule en 72, entre 72 et 74. C'est une période encore très tendue où la guerre du Vietnam continue. C'est le lendemain du mouvement des droits civiques, donc avec de nombreuses tensions raciales qui perdurent. Mais au milieu de ces tensions, on a l'impression que les supporters de Nixon, les soutiens de Nixon et que l'administration Nixon profitent. Donc ils profitent, ils participent à des fêtes somptueuses, ils dépensent beaucoup d'argent et donc on fait quand même, on passe vraiment au crible ce comportement corrompu de l'administration Nixon. Donc c'est un petit peu la toile de fond de la série. Pour moi, la série est aussi symptomatique de l'après-Kennedy. Bon, il y a eu Johnson entre-temps, mais c'est quand même le lendemain d'une longue période d'administration, enfin de politique démocrate. Et cette série met en évidence l'anti-intellectualisme républicain de cette époque. Donc on voit en fait se créer une espèce de clivage entre les républicains anti-intellectualistes et les démocrates plus intellectuels, plus engagés dans donc le mouvement des droits civiques, évidemment. Et dans la série, on voit bien que les démocrates ne sont pas le sujet de la série du tout. C'est les républicains qui sont vraiment au cœur de cette série. Et quand on voit des soutiens démocrates, par exemple la journaliste Winnie, qui est aussi la confidente de Martha Mitchell, on la voit dans son cercle privé débattre de façon très intellectuelle, avec des arguments très posés, avec une réflexion très aboutie, qui contraste nettement avec les prises de parole intempestives de Martha Mitchell, qui contraste également avec l'organisation calamiteuse du Watergate par des pieds nickelés. Donc, pour moi, il y a un parallèle à faire entre l'Amérique de Nixon de cette époque, donc cette Amérique paranoïaque, corrompue et anti-intellectuelle, avec évidemment la récente présidence Trump, puisque c'est quand même une série qui est marquée par donc le lendemain de la présidence Trump, qui a démontré également le même genre de faille. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc, on ne va pas... la série utilise des personnages réels, donc on va clairement voir apparaître à l'écran, je le disais, Halderman et Ehrlichman, qui sont vraiment les deux proches collaborateurs de Nixon et les cerveaux du Watergate. John Mitchell également, qui est au cœur de la série. Je le disais, Gordon Liddy, qui va être embauché par les collaborateurs de Nixon pour organiser le casse. Ainsi que donc Jeb Magruder, qui est un conseiller juridique de Nixon, et James McCord, qui est un ancien de la CIA, qui travaillait aussi comme garde du corps des Mitchell, et qui est celui qui va se faire pincer dans l'immeuble du Watergate. Donc, des personnages réels mis en parallèle avec des faits complètement romancés. Donc voilà le parti pris de cette série. On ne voit pas directement Nixon. Nixon, quand il apparaît dans la série, apparaît à travers des unes de journaux ou à travers des conversations téléphoniques. On le voit également de dos dans certaines allocutions. Donc il y a une volonté vraiment du réalisateur de ne pas s'attarder sur les personnages sur lesquels on s'attarde d'habitude quand on parle du Watergate. Donc, il ne va pas mettre l'accent sur
Nixon. Il ne va pas s'attarder sur les deux journalistes Woodward et Bernstein qui sont d'habitude mis à l'honneur dans le Watergate, mais il va choisir, lui, de se concentrer sur les personnages secondaires. Effectivement, ce que vous dites est très intéressant, Julie, puisque cette série Gaslit, une série très récente, vous avez parlé aussi, et c'est important, on y reviendra sur ce contexte de diffusion, mais vous étiez en train d'évoquer à l'instant un point que j'aimerais que vous approfondissiez, c'est l'idée que la série Gaslit, elle est construite finalement entre la grande histoire, avec un grand H, celle du Watergate notamment, et puis de nombreux aspects de fiction, d'ailleurs très bien mis en valeur, vous l'avez dit, par ce casting 5 étoiles. Oui, alors c'est aussi ce qui fait l'originalité de la série. C'est une série qui est très satirique et qui finalement va osciller entre le drame et la comédie. Donc c'est une série qui utilise beaucoup l'humour noir, qui va mettre en exergue la bêtise des protagonistes du Watergate. Donc, l'histoire en elle-même du scandale du Watergate est une histoire comique, puisque c'est une opération qui, à l'origine, est une opération inutile. Comme je le disais avant, les sondages donnent tous Nixon gagnant, et donc l'idée d'aller cambrioler le QG des démocrates paraît être une idée saugrenue, puisque finalement, il n'y a rien à apprendre des démocrates. Les démocrates sont en pleine débâcle. Il y a des tensions au sein du Parti démocrate entre ceux qui restent encore des Southern Democrats, qui étaient pro-ségrégation, et qui, du coup, commencent à déserter le parti, ceux qui veulent continuer à se battre au Vietnam, ceux qui veulent se retirer du Vietnam. Donc, au final, le Parti démocrate est en plein chantier, et Nixon n'aurait rien à craindre des démocrates à ce moment-là. Mais sa paranoïa, comme je le disais, le pousse à tout de même monter cette opération. Donc cette opération est présentée d'emblée comme une farce. Donc on voit Gordon Liddy qui va proposer son plan d'attaque à Mitchell et ses collaborateurs. Bon, il donne le nom d'opération Gemstone à cette opération de braquage et va donc détailler tout ce qu'il compte mettre en place pour aller poser des micros dans le QG des démocrates. Donc, outre la présentation grandiloquente et complètement burlesque que fait Liddy dans le bureau de Mitchell, on garde à l'idée que ce sont les moyens qu'il souhaite déployer sont complètement démesurés par rapport à la situation. Néanmoins, Nixon insistant, Mitchell décide d'autoriser l'opération. Donc, Liddy va mettre en place une équipe de bras cassés, évidemment, qui va complètement faire rater l'opération. Donc, on pense en fait dans ce dispositif comique un petit peu à la façon dont les frères Cohen, par exemple, vont mettre en scène des casses qui virent au fiasco en développant à fond les personnages secondaires. Donc c'est cette idée de développer les personnages secondaires pour mettre en place un fiasco me fait vraiment penser à l'humour des frères Cohen et notamment la façon dont le personnage de Liddy est développé. Donc c'est un personnage de néo-nazi qui donc est connu pour ses positions extrêmes, que l'on va voir prendre des décisions complètement idiotes qui vont faire avorter la mission. Et surtout, le réalisateur va choisir de développer ce personnage après que la mission a échoué. Et donc, on va le suivre en prison et on va petit à petit le voir sombrer dans la folie. Et c'est donc cet aspect-là de la fiction en parallèle avec l'histoire qui est particulièrement intéressante. L'un des sujets développés aussi qui va permettre au réalisateur de développer l'aspect comique de la série, c'est l'idée de méritocratie. Donc il y a vraiment cette idée que Nixon est représenté comme un roi, et que des sujets gravitent autour de lui en espérant une forme de reconnaissance. Et au final, le personnage de Liddy sombre dans la folie parce qu'il refuse aussi de trahir Nixon. Donc il y a cette idée de transformer Nixon en une sorte de dieu vivant
dont on attend un geste ou que l'on supporte, enfin que l'on soutient, pardon, jusqu'à la mort au final, ou jusqu'à l'emprisonnement dans le cas de Lydie et jusqu'à la folie. Cette idée de méritocratie, on la voit bien dans une des scènes où John Dean, donc l'avocat, le jeune avocat qui est pris dans le tourbillon du Watergate sans vraiment l'avoir voulu, vole un coupe-papier dans le bureau de Mitchell. Et ce coupe-papier, c'est un coupe-papier donc qui est siglé de la Maison-Blanche et qui représente ce qu'il convoite en fait. Il convoite la reconnaissance de la Maison-Blanche. Et sa motivation pour finalement ne pas s'extraire du tourbillon du Watergate est d'atteindre cette reconnaissance qui le fuit. On voit notamment aussi qu'il fantasme sur les sièges en mousse d'Air Force One, de l'avion présidentiel. Donc, il dit à sa femme et il dit aux policiers qui l'arrêtent que tout ce qu'il voulait, lui, c'était qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Donc, la série va également s'appuyer sur une dimension satirique. Donc, il y a la satire du consumérisme, la satire du matérialisme américain de l'époque, particulièrement les Mitchell, dont l'appartement est surnommé le Taj Mahal. Au final, on a une satire politique qui consiste à montrer que les plus conservateurs et les plus donneurs de leçons du paysage politique américain de l'époque sont également les plus menteurs et les plus corrompus. La série, pour mettre en exergue cette dimension satirique, va s'appuyer, comme je le disais, sur des personnages secondaires, donc Dean et Lydie principalement, Dean étant le personnage déloyal et Lydie le personnage loyal. Donc Dean, lui, va choisir de trahir pour sauver sa peau. Et Lydie, lui, va rester muet et choisira de ne jamais incriminer Nixon et donc restera en prison. Une scène particulièrement intéressante de la série, donc qui est une scène assez comique, montre tous les protagonistes du Watergate à la fin de la série dans un centre de travaux forcés. Et dans ce centre de travaux forcés, ils discutent entre eux et aperçoivent un panneau publicitaire à l'effigie de Nixon. Et à ce moment-là, Dean dit à ses comparses: c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui avons créé Nixon. Ce personnage est le fruit de nos convoitises et il est le fruit, enfin le symbole de la décadence du Parti républicain. Il est le symbole d'un parti républicain avide de pouvoir, avide de profit, et qui a porté et qui a créé un monstre, en fait, un monstre qui va tuer ce parti. Donc, une fois de plus, je reviens sur le parallèle qu'il est possible de tirer entre la présidence Nixon et la présidence Trump, puisque Trump, aujourd'hui, joue aussi ce rôle de personnage incontrôlable qui est en train qui a endommagé le Parti républicain, pour ne pas dire qui est en train de le tuer de l'intérieur. Au final, et pour terminer donc sur cette partie, il y a quand même une ironie supplémentaire qui est portée par les personnages des enquêteurs, puisqu'on voit quand même les policiers qui vont enquêter sur le Watergate et qui vont petit à petit découvrir la corruption des élites. Et l'un des policiers va avouer qu'il vote toujours pour Nixon. Donc après avoir découvert toute la corruption du parti, il continue à voter républicain parce que Nixon représente la loi et l'ordre, law and order. Donc puisqu'il représente la loi et l'ordre, automatiquement les policiers doivent voter pour lui. Quelle que soit la corruption révélée pendant le scandale du Watergate, la série montre que Nixon a toujours des soutiens et que finalement, le scandale va constituer un traumatisme dans l'histoire politique américaine, mais n'empêchera pas
un scandale similaire d'avoir lieu. Et là, je pense au scandale de la collusion russe qui a lieu au début de la présidence Trump, notamment le fait que Donald Trump ait essayé de manipuler son directeur du FBI et qui a refusé donc de le soutenir et qui a été limogé à cause de ça. Donc on voit là qu'un parallèle avec le Watergate est vraiment très pertinent. Alors Julie, ce qui est aussi intéressant de voir dans cette série, vous l'avez dit en introduction, hein, par rapport justement à Mrs. America que vous aviez évoqué, c'est que finalement cette série aussi nous permet d'avoir une certaine représentation genrée, j'allais dire, de cette société américaine en pleine mutation des années 70. Oui, alors les relations genrées dans les années 70, en particulier dans le milieu politique, sont des relations misogynes. Donc la présidence Nixon est une présidence phallocrate et misogyne. On le voit très bien dans la série. C'est finalement un groupe d'hommes qui ne supportent pas que les femmes se mêlent de leurs affaires et qui vont reléguer les femmes à la cuisine, entre guillemets. Donc c'est là que le personnage de Martha Mitchell dérange le plus. Puisque Martha Mitchell, dans la série, on la voit comme étant non seulement une complice dans la vie de tous les jours de son mari, mais aussi une partenaire politique. Donc c'est une femme qui comprend bien les tensions politiques à l'intérieur du Parti républicain. Comme je l'expliquais, elle a pris part, au comité de réélection du président, et donc elle a une vie politique active. Et lorsque son mari devient le ministre de la Justice, elle ne comprend pas pourquoi elle est mise de côté. Elle aimerait continuer à jouer un rôle plus actif dans la vie politique de son mari et elle aimerait continuer à avoir un rôle dans cette administration Nixon qu'elle a finalement aidé à faire réélire. Donc, lorsque Nixon gagne l'élection, sa réélection, lorsqu'il redevient président, elle commence à sombrer dans la dépression, comme je le disais plus tôt, parce qu'elle n'a plus de rôle politique à jouer et parce qu'elle irrite de plus en plus Nixon. D'ailleurs, Nixon, après avoir démissionné, lorsqu'il démissionne en 1974, il va accorder une série d'entretiens à David Frost, un journaliste britannique, à qui il confiera sans Martha Mitchell, il n'y aurait pas eu Watergate. Donc évidemment, cette déclaration va très loin. Il paraît évident que le scandale du Watergate aurait eu lieu sans Martha Mitchell, mais lui-même donc a redonné à ce personnage son rôle central dans la politique américaine de l'époque. Donc au final, ce que fait la série, c'est d'utiliser le podcast que j'ai mentionné dans l'introduction, mais c'est également revenir sur l'opinion de Nixon lui-même. Donc Nixon avait peur de cette femme. Et sa paranoïa envers cette femme lui a donné, au final, l'a poussé à faire des erreurs. Par exemple, dans la série, on voit très très bien qu'il s'adresse à Mitchell en lui disant « il faut que tu contrôles ta femme, il faut que tu contrôles ce qu'elle dit, elle commence à m'irriter et surtout elle commence à devenir dangereuse ». Et c'est à ce moment-là que John Mitchell va donc décider de la mettre complètement de côté, de ne plus lui donner d'informations sur ses décisions politiques, et notamment, il ne la mettra pas au courant du complot du Watergate. Donc, Martha Mitchell n'est pas au courant du complot du Watergate, qui, au début, passe inaperçu, mais lorsque les premières révélations sont faites, Martha Mitchell est en Californie avec son mari, et ça, on le voit bien dans la série, et la première chose que Nixon dit à Mitchell, c'est « il ne faut absolument pas que Martha soit au courant puisqu'elle risque d'informer les médias et cette histoire risque d'être montée en épingle. Donc, il faut l'empêcher d'être mise au courant. » Et là, donc, on voit dans un épisode de la série, Martha Mitchell qui est séquestrée pendant 3 jours dans un hôtel en Californie sur les ordres de son mari, de son propre mari, et donc qui va être maintenue par force par des agents. Et ça, c'est un fait réel qu'on ne voit plus dans les livres d'histoire, qui a complètement été éludé dans tous les récits sur le Watergate. Cette idée que
pour essayer de garder le secret, on va littéralement brutaliser la femme de l'ancien ministre de la Justice, qui est le plus proche collaborateur de Richard Nixon. Donc, cette histoire vraie va ressortir dans les médias, puisque Martha Mitchell va finir par la raconter. Et dans la série, on voit à quel point elle est le déclencheur de la descente aux enfers de cette femme. Donc, l'Amérique misogyne, donc particulièrement à l'intérieur du Parti républicain, est mise en relief dans la série à travers cette descente aux enfers de Martha, qui va être traumatisée donc par cette séquestration de 3 jours, qui va commencer à abuser encore plus de l'alcool, prendre des pilules, qui ne réalisera pas que son mari est de mèche avec le complot, qui, elle, va continuer à parler dans la presse contre l'administration Nixon en étant persuadée qu'elle défend son mari. Donc, ce rôle de Martha Mitchell est censé être le rôle d'une donneuse d'alerte, mais elle, l'ironie, en fait, toute l'ironie de la série et toute l'ironie de sa situation, c'est qu'elle ne réalise pas à quel point son mari est mouillé dans le Watergate, à quel point il était au courant de tout. C'est même l'un des principaux instigateurs du Watergate. Et elle ne le sait pas. Donc, son attitude, en fait, reflète sa volonté non seulement de dénoncer la malhonnêteté de la présidence Nixon qui la dégoûte, mais aussi une volonté de protéger son mari qu'elle pense être vertueux. Donc, elle n'a pas réalisé que la corruption touchait également son mari. Cette idée de remettre donc les femmes au centre du débat politique, en particulier du côté républicain, puisque finalement les femmes étaient beaucoup plus au cœur des débats démocrates. Il y avait plus d'activistes féminines démocrates, notamment féministes, que républicaines, et montre également que finalement ces femmes étaient muselées et n'avaient pas donc leur mot à dire sur des questions politiques, alors que elles avaient souvent beaucoup plus de connaissances des sujets parce qu'elles suivaient de près ce que faisait leur mari. Donc, ce que je disais sur la corruption à l'intérieur du Parti républicain est aussi très visible dans la série à travers des scènes d'orgie. Donc, on voit notamment une scène d'orgie qui implique les collaborateurs de Nixon, ou donc une scène d'orgie sexuelle. Donc, on les voit à moitié nus, en train d'abuser de l'alcool et de la drogue. On voit également la fille des Mitchell, Marty, qui n'a que 12 ans, qui boit des Bloody Mary et qui fume. Donc, il y a aussi cette idée que la société américaine des années 70 est une société décadente, et que les républicains qui sont censés représenter le conservatisme et sont censés représenter une certaine ligne de conduite ne l'appliquent pas à eux-mêmes. Et donc, c'est cette hypocrisie que Martha Mitchell souhaite dénoncer. Martha Mitchell, avec son franc-parler, va faire exploser ces non-dits et faire exploser cette hypocrisie du Parti républicain. Alors, peut-être pour conclure cette émission sur cette série Gaslit qui revient sur cette période assez fondamentale de l'histoire américaine du XXe siècle, qui marque véritablement un tournant dans la politique américaine, qu'est-ce que doivent retenir les auditeurs et les auditrices sur la série, Julie ? Alors, on peut retenir déjà ce parallèle avec la présidence Trump qui, moi, m'a sauté aux yeux. Je pense que le fait de réaliser ce genre de série sur un sujet si fondamental dans l'histoire de la politique américaine n'est pas fortuit. Comme je l'expliquais plus tôt, Nixon a marqué le Parti républicain au fer rouge. La présidence Nixon reste dans toutes les mémoires comme la présidence de la honte. Et au final, on ne le voit pas dans la série, mais Nixon sera donc pardonné par son vice-président Gerald Ford, qui, lui,
va complètement saborder sa carrière politique de ce fait. On peut voir un parallèle évident avec la présidence Trump, notamment parce que Trump a fait l'objet de 2 procédures avortées de destitution, mais tout de même de 2 procédures de destitution, que le mensonge, et ce qui a marqué le plus la présidence Trump également, que malgré aussi toutes les preuves qui ont été réunies contre Donald Trump, il continue à avoir des soutiens très très forts au sein du Parti républicain. Donc c'est amusant parce que John Oliver, donc, qui est un humoriste et un journaliste qui fait des émissions politiques satiriques, appelait le scandale Trump, donc de la présidence Trump, Stupid Watergate. Donc le Watergate stupide, qui est un euphémisme, puisque finalement le scandale du Watergate, il n'y a rien de plus stupide, mais nombreux sont les journalistes, tels que Oliver, à avoir fait le parallèle entre les scandales qui émaillent la présidence Trump et ceux qui ont émaillé la présidence Nixon. Finalement, la conclusion, c'est que l'histoire se répète, qu'on n'est jamais à l'abri de voir se reproduire, de voir rejouer des scandales, des situations ubuesques dont on pensait avoir tiré les leçons. Donc, pour moi, c'est une série sur les leçons de l'histoire. Bon, c'est aussi une série sur la façon dont l'histoire est réécrite en oubliant certains de ses acteurs, et notamment les minorités, donc les minorités, les personnages féminins qui là, ont été complètement exclus des récits historiques sur le Watergate. Julie Assouli, merci beaucoup pour la présentation de cette série Gaslit. Vous l'avez dit, une mini-série, mais qui revient sur un événement majeur et avec toute la problématique que l'on présente régulièrement dans Histoire en série, l'idée que véritablement la série, surtout la série historique, est le produit d'une époque et montre une époque selon les traits du moment où elle a été décidée, où elle a été tournée. Et vous l'avez bien dit, on voit bien quand on regarde la série, on ne peut s'empêcher de penser véritablement au parallèle entre Trump et Nixon, outre le fait qu'ils soient républicains, on voit bien qu'il y a de nombreux aspects communs sur les deux. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez fourni, Julie, comme tous les intervenants et les intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission, sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, actualité qui va être assez chargée pour Histoire en série en ce début d'année 2023, avec la co-organisation de 2 colloques différents, un sur la fantasy, avec les identités justement genrées dans les séries de fantasy qu'on co-organise avec notamment Justine Breton, une des grandes spécialistes. Et puis, on aura aussi, au mois de mars, une 2e colloque qui, lui, sera sur les relations entre le management et les séries. Donc, voilà le programme des semaines à venir pour Histoire en série. Restez-nous fidèles. Et puis, Julie, encore une fois, merci beaucoup pour cette excellente présentation de cette Amérique des années 70, si troublée par ce scandale du Watergate. Merci, Julie, à bientôt. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.